Israël, près d'une semaine après la mort d'Ismail Haniyeh, chef du Hamas, lors d'une attaque à Téhéran. Les menaces de l'Iran envers Israël inquiètent, relancent les interrogations sur la puissance militaire de l'Iran et sur ses réelles capacités. Je voudrais qu'on voit ce sujet sur la capacité iranienne à éventuellement attaquer Israël. Et puis, je vous redonnerai éventuellement ces dernières déclarations également qui continuent d'alimenter les tensions entre les différentes parties. Mais d'abord, quels sont les moyens iraniens pour faire trembler Israël? Regardez. Alors que le monde s'inquiète d'une escalade des tensions dans la région, l'Iran montre les muscles et revendique le droit de punir Israël pour la mort du numéro 1 du Hamas. Mais de quoi se compose la force militaire de la République islamique? L'armée iranienne est divisée en deux groupes. L'armée régulière composée d'environ 415 000 soldats et les gardiens de la révolution islamique qui comptent 300 000 hommes dans leur rang. S'ajoute à cela un arsenal important. L'Iran possède le plus grand nombre de missiles balistiques de la région, suivant les modèles nord-coréens, russes et chinois. L'Iran, grand producteur de drones, fièrement exposé comme ici à la télévision iranienne. Enfin, la principale inquiétude de l'Occident, c'est la capacité nucléaire de la République islamique. Difficile pour les experts de savoir à quel point l'Iran s'approche de la bombe atomique. Même si Téhéran prétend des activités pacifiques, l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte sur le stock d'uranium enrichi par l'Iran qui dépasse largement le taux autorisé par l'accord sur le nucléaire iranien. Et je vous précise donc les dernières déclarations. Le chef du Hezbollah au Liban a affirmé ce soir, les dépêches nous parviennent il y a seulement quelques minutes et je les relis à nos téléspectateurs et auditeurs. La formation pro-iranienne et l'Iran sont obligés de riposter à Israël, quelles qu'en soient les conséquences après les assassinats donc, du chef politique du Hamas et du responsable militaire du Hezbollah. Dans un discours retransmis en direct en Iran, donc Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah riposterait seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigé par Téhéran et qui regroupe les alliés dans la région. Voilà pour cette citation extrêmement précise de ce qui vient d'être dit par le numéro 1 du Hezbollah. Est-ce que ces déclarations, précisément, des dernières heures, changent quelque chose à la situation? Et puis, bien sûr, faut-il, alors qu'on vient de voir le sujet, le récapitulatif de la force iranienne, s'inquiéter des moyens militaires de l'Iran? C'est l'ennemi le plus dangereux d'Israël, Régis Le Sommier. C'est l'ennemi le plus dangereux. Vous parlez du Hezbollah ou vous parlez de l'Iran? De l'Iran. L'Iran, évidemment. Je pense que la grande difficulté pour Israël dans l'hypothèse de ces frappes, enfin en tout cas de cette riposte, ça va être sur combien de fronts elle va se déployer. Si la riposte a lieu via les proxys, en premier lieu le Hezbollah, elle pourra être limitée. Si c'est l'Iran qui riposte lui-même, comme il l'avait fait la dernière fois, dans la nuit du 12 au 13 avril dernier, à la suite de l'assassinat de 3 cadres des gardiens de la Révolution dans une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas, eh bien, ça aura des conséquences. Mais la difficulté pour Israël, et c'est pour ça qu'Israël ne peut pas se passer des États-Unis derrière elle, c'est le fait qu'il y a 7 fronts possible dans lequel, si on ajoute les Houthis et le Golan avec la Syrie de l'autre côté, voilà. Donc d'ailleurs, ces dernières heures, il y a des engins qui ont été envoyés sur le nord d'Israël par le Hezbollah. Le Hezbollah a déjà envoyé un drone kamikaze qui a explosé sur l'autoroute 4 qui descend justement vers Haïfa tout à l'heure. Dans le même temps, vous avez aussi la chasse israélienne, mais bon, elle fait ça assez souvent, qui a passé le mur du son à Beyrouth, devant Beyrouth, à 2 minutes à peu près du début du discours de Nasrallah. Donc on est vraiment dans une sorte de paix armée où chacun observe ce que fait l'autre en disant quand est-ce que ça va commencer. Guerre de com, évidemment. Ce qu'a dit Nasrallah aussi, on est habitué à de l'incantatoire avec Nasrallah. Mais il a dit qu'en moins d'1 heure, il pouvait liquider dans le nord d'Israël toutes les usines, qu'ils avaient la possibilité de le faire. C'est du bluff. Et le Hezbollah est devenu un mouvement redoutable. Vous savez, le Hezbollah n'est plus celui qu'Israël avait affronté en 2006, ni celui qui luttait contre la présence d'Israël au Liban Sud. C'est un mouvement qui est devenu une formidable machine de guerre, notamment à la faveur de la guerre en Syrie, puisque c'est lui qui est venu en support de Bachar el-Assad avec les Russes. Sauf que jusqu'à maintenant, Nasrallah ne met pas ses menaces à exécution. Non, enfin, il y a quand même une guerre larvée qui existe à la frontière nord d'Israël.
il ne faut pas oublier que depuis le 7 octobre, le Hezbollah a perdu environ 500 combattants dans des duels avec Israël. Jusqu'à présent, c'est des duels à travers des missiles, à travers des frappes, à travers des frappes de drones notamment. Chacun essaye de viser les objectifs de l'adversaire, mais il n'y a pas eu d'opération terrestre jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'invasion. Alors là, ça va être une question de puissance de feu, ça va être une capacité aussi pour le dôme qui protège Israël de résister et de pouvoir intercepter ces projectiles. Et là, je rajouterai pour terminer, parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps, c'est que actuellement le patron du CENTCOM, qui est le chef de l'unité militaire aux États-Unis, de la structure militaire qui observe tous les engagements à l'étranger des États-Unis, se trouve à Tel Aviv, donc à côté de l'armée israélienne. Et vous avez également Sergueï Shoïgu, ancien ministre de la Défense russe, qui se trouve à Téhéran. Donc vous avez une sorte d'élaboration au niveau mondial. Je dirais, on tente de montrer à l'Iran qu'elle doit faire une riposte proportionnée. Juste un dernier mot rapide, et Régis, moi ce qui m'interpelle également dans ce que dit Hassan Nasrallah, et je me permets de lire mon écran et de relire les mots retranscrits sur cette dépêche, qui indique que le Hezbollah riposterait, c'est ça qui m'intéresse, seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigée par Téhéran et qui regroupe donc ses alliés dans la région. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les proxys préparent une action terroriste contre Israël ? Terroriste, en tout cas, une action Quand je dis militaire. les proxys, c'est évidemment pour nos téléspectateurs, le Hamas, le Hezbollah, éventuellement les Houthis. Il envisage, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a une spécificité du combat du Hezbollah au Liban Nord, au Liban Sud, pardon, ou à la frontière nord d'Israël, parce que le Hezbollah, n'oublions pas, a perdu un de ses cadres importants, Fouad Chokar, qui a été éliminé à Dahrieh, qui est le fief du Hezbollah, par une frappe de drone israélienne. Donc là, il y a déjà une humiliation du Hezbollah qui a eu lieu avant l'élimination d'Haniyeh à Téhéran, et que les deux événements, ce que dit Nasrallah, sont différents, et que le Hezbollah, lui, se sent humilié, lui se sent visé et doit répondre. Donc il y a, si vous voulez, deux types d'actions. La plus dangereuse, évidemment, étant pour Israël d'avoir l'ensemble des fronts et l'ensemble des proxys, avec l'Iran également, qui s'activent pour frapper, parce que dans ce cas-là, il y a un risque que le dôme soit saturé et que des objectifs civils, touchent leur cible. Même la centrale nucléaire de Dimona ou des choses peuvent être touchés, et Haïfa peut tout à fait, où des villes israéliennes peuvent recevoir des missiles. Risque majeur, réel pour Israël, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou hier voulait rassurer sa population, là encore en montrant cette main de fer de la part du pouvoir israélien. On revoit les mots d'Hassan Nasrallah il y a quelques minutes. Le Hezbollah riposterait seul ou dans le cadre donc d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigée par Téhéran et qui regroupe ses alliés dans la région. La riposte, Bernard Cohen-Haddad, elle est assez évidente désormais. La question, c'est quand et dans quelle proportion ? Oui, et après, on peut s'étonner qu'Israël se batte pour sa survie et pour la survie de ses ressortissants, juifs ou non juifs. Parce qu'en Israël, contrairement en Iran, il n'y a pas que des juifs. Bien sûr. En Iran, c'est l'opposé d'Israël. Ce n'est pas une démocratie, c'est l'obscurantisme. On ne peut pas écouter de la musique. Il y a plein de, bien entendu, plein de minorités en Iran aussi. Oui, mais quelle liberté pour les communautés, quelle liberté d'écouter de la musique, quelle liberté d'avoir ses cheveux à l'air, quelle liberté pour les filles de faire des études. On est dans deux mondes vous faites bien de rappeler qu'il faut distinguer le pouvoir iranien et la population iranienne, qui elle, dans sa majorité, n'est a priori pas anti-israélienne et surtout victime de ce régime qu'elle souhaite renverser depuis bien longtemps maintenant. Et c'est là que j'aimerais entendre sur ces combats où un pays lutte pour son existence, alors que de l'autre côté, des femmes luttent tout simplement pour aller lire un livre. Madame Chikirou, Monsieur Guiraud, Monsieur Porte et tout ce gouvernement fantoche qui aujourd'hui oublie complètement la réalité des démocraties et les valeurs que nous portons. C'est pour ça que quoi qu'on dise, même si on n'aime pas Netanyahou, aujourd'hui en Israël, beaucoup soutiennent Netanyahou tout simplement parce que ce n'est pas le moment de ne pas faire société, de ne pas faire de division. C'est le moment justement de faire de l'union. On verra après. Comme le disait bien tout à l'heure Régis Le Sommier, la difficulté, c'est que s'il y a une opération d'ampleur, comment va faire Israël seul pour pouvoir tout simplement défendre ses populations,
ses biens et ses zones stratégiques. D'ailleurs, en parlant de diplomatie également, le gouvernement américain dit travailler jour et nuit pour empêcher une guerre entre l'Iran et Israël. Écoutez justement le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Nous sommes engagés dans une diplomatie intense, pratiquement 24 heures sur 24, avec un message très simple. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute escalade. Toutes les parties doivent prendre des mesures pour apaiser les tensions. L'escalade n'est dans l'intérêt de personne. Elle ne fera qu'aggraver les conflits, la violence et l'insécurité. Amaury Brelet, ça sent vraiment la course contre la montre pour la communauté internationale. Alors, on nous promet une réponse, une réplique concertée, unifiée de l'axe iranien. On a déjà eu affaire à une phase de test en avril dernier, lorsqu'on a vu l'Iran mener une première dans son histoire, une frappe massive depuis son sol contre Israël, à coup de 300 drones et missiles, aidés d'ailleurs à l'époque par ses proxys, en effet le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites en Irak. Et à l'époque, toujours, on a vu les États-Unis, aujourd'hui aux côtés d'Israël, déjà à l'époque soutenir et venir en défense d'Israël, en permettant d'abattre la quasi-totalité d'ailleurs des missiles, aidés en cela par les Français, les Britanniques et même par des pays arabes comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Donc évidemment que les États-Unis aujourd'hui jouent un rôle central dans ce conflit. Ils sont alliés depuis presque toujours, depuis la création d'Israël avec le peuple hébreu. Leur soutien est inconditionnel, même si on sait que la relation personnelle entre Benjamin Netanyahou et Biden est un peu difficile. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou qui a été assez fraîchement accueilli par Kamala Harris ces derniers jours. Absolument, mais il ne fait aucun doute que si jamais l'Iran prenait le risque d'attaquer massivement Israël, les États-Unis interviendraient évidemment. Et l'Iran, évidemment, serait perdant au bout du compte. C'est en cela qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour le pouvoir iranien, très contesté déjà à l'intérieur de ses frontières et ensuite menacé par une force de frappe israélienne peut-être quand même plus puissante car renforcée par les États-Unis, comme l'a rappelé Amaury. Il y a encore de la place pour les négociations, pour des pourparlers. Ça paraît quand même de l'extérieur, bien sûr, assez évident, assez fermé. Oui, assez fermé. On a une diplomatie américaine qui est fortement, en effet, mobilisée pour qu'il n'y ait pas un embrasement dans la région. Ce qui n'est pas le cas pour la diplomatie d'autres pays, qui est beaucoup plus discrète. Et là, je pense notamment à la Turquie, à la Jordanie, à la Syrie, qui ont condamné l'assassinat du chef du Hamas. Et donc, on peut dire que de ce côté-là, la diplomatie est plus discrète pour éviter un embrasement. Après, je pense que tout a été dit, c'est de savoir l'ampleur de cette réponse, de cette riposte. Est-ce que ce seront les proxys, donc Hamas, Houthis, Hezbollah, qui vont riposter, ou est-ce que c'est l'Iran en direct ? Là est la question, parce que si avec c'est les déclarations de Nasrallah il y a quelques instants, il semblerait qu'on s'oriente vers les proxys et vers éventuellement donc une attaque terroriste. Mais en tous les cas, si c'est l'Iran en direct, et je pense pas qu'elle ait franchement les moyens de combattre Israël. Et en pensant aussi à ce qui s'est passé le 13 avril, où vous avez quand même l'Iran qui, en direct, a lancé 370 missiles en direction d'Israël. La réponse d'Israël sera immédiate, vous imaginez. Et c'est là où où il y a des risques d'embrasement qui seront difficilement l'objectif de les calmer sera difficile. Donc l'embrasement peut être un danger. Mais là, on s'oriente vraiment plus vers une mobilisation et plutôt une riposte des proxys, plus que de l'Iran. Un dernier mot, Régis Le Sommier, parce que parallèlement, bien sûr, qu'il y a la question des otages qui est prépondérante, qui est majeure, prioritaire même, j'oserais dire. Des milliers de personnes, je voudrais qu'on voit ces images, ont participé hier à une cérémonie à Tel Aviv pour célébrer, le mot n'est pas forcément très bien choisi, mais c'était le 5e anniversaire de ce tout petit garçon, Ariel Bibas, toujours otage, pour réclamer donc la libération du garçonnet et celle de ses proches retenus en otage dans la bande de Gaza depuis près de 10 mois maintenant. Elle est de plus en plus compliquée à accomplir, cette stratégie israélienne qui veut d'un côté éradiquer le Hamas et de l'autre, bien sûr, libérer tous les otages. Ça paraît aujourd'hui quasi antinomique. Quasi antinomique. Et puis là, on peut dire que le processus à la fois de libération des otages est
l'hypothèse d'un cessez-le-feu à Gaza est complètement enterrée. L'élimination de Haniyeh, c'est éliminer un des maillons principaux des discussions qui avaient lieu, menées à la fois par les Américains, les Qataris, les Égyptiens. C'est-à-dire qu'on avait une sorte d'habitude. Alors ça n'a pas mené à grand-chose, mais il ne faut pas oublier qu'en novembre dernier, ça a permis quand même de libérer plusieurs dizaines d'otages, et que potentiellement c'était ce canal-là qui aurait permis, même si il y a eu des ajournements, on a entendu, ça devait se faire, ça s'est pas fait, et finalement le Hamas a reculé. On est quand même dans une situation où là, aujourd'hui, tout est arrêté. Quelque part, c'est terrible à dire, mais je ne vois pas comment on peut aujourd'hui imaginer un retour des otages. Donc pour ces familles-là, c'est un coup d'arrêt net. Et si la guerre justement se répand et qu'on passe à un niveau supérieur dans la région, il y a encore moins de chances de voir ces otages libérés. Un dernier mot, Bernard Cohen-Haddad. Par définition, bien sûr, Israël doit prendre tous les risques pour éliminer ceux qui menacent sa survie. C'est un fait. Mais par ailleurs, est-ce que Benjamin Netanyahou n'a pas renoncé, d'une certaine manière, à faire libérer les otages? C'est une crainte fondée, après les derniers développements majeurs dans la région. Mais est-ce que c'est possible? Revenons-nous à une réalité du terrain. Est-ce que c'est possible aussi de faire libérer des otages dont on ne sait pas s'ils sont encore vivants et où ils sont? Je crois qu'il faut aussi remettre les choses à la juste valeur. Ça ne veut pas dire que Benjamin Netanyahou n'est pas là pour défendre Israël, n'est pas là pour aller le plus loin possible, pour aller chercher. Mais comment, plusieurs mois après, on est sûr de la bonne santé, de l'intégrité physique d'un certain nombre de personnes? Vous évoquiez un enfant de 5 ans. Que reste-t-il d'un enfant de 5 ans près de 1 an maintenant? 10 mois après? Que reste-t-il de cet enfant-là? C'est glaçant. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup d'émotions et je le ressens dans ma pensée et dans mon corps. Comment peut-on reprocher à un État, à un moment, d'avoir ce principe de réalité, tout en voulant néanmoins faire le maximum possible pour récupérer ceux que l'on croit qui sont encore en vie et dont on ne sait rien, y compris avec l'aide de renseignements internationaux, bien entendu. Personne ne peut douter que d'autres pays, et notamment les États-Unis, aident Israël à essayer d'avoir de l'information sur ce qui se passe. En tout cas, dans la population, on le voit à l'image de ce rassemblement hier dont on redécouvre les images, des milliers de personnes présentes à Tel Aviv. Il faut absolument entretenir cet espoir, c'est vital pour les familles d'otages et pour le peuple israélien d'une manière générale. On est très attentif donc aux développements qui peuvent finalement évoluer à la minute près dans cette région du monde, et on continuera à en parler tout au long de la soirée.